Bonjour, moi c'est Antoine. Salut, moi c'est Quentin. On est deux potes d'enfance, on est deux jeunes rennais. Voilà, et on s'est rencontrés sur ce terrain de foot, on avait 8 ans. T'en passes vite. Je te le fais pas dire. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission que j'ai encore décidé de faire. Vraiment, je vais suivre ni plus ni moins à la lettre la chronologie de l'émission Qui veut être mon associé. On reprend la suite des émissions que j'avais laissées en plan sur les 2 derniers épisodes. Ne m'en veux pas. Alors, avant d'attaquer, comme d'habitude, comme veut l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Tu verras, c'est complètement normal, c'est une attitude très saine. Et en plus, pendant que tu tiens le téléphone d'un ami, tu peux lui laisser des étoiles et une note. C'est ce qui m'aide le plus. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Et là, le premier livre que tu vas voir, c'est Devenir riche sans argent. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit, c'est mon titre. Et tu peux télécharger les 100 premières pages de ce livre. C'est complètement gratuit, tu cliques et tu récupères. Facile. Si vraiment tu veux pas t'embêter à lire 100 pages et être coupé en plein milieu de ta lecture, tu vois, sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche, juste riche, et je tombe en première page. C'est aussi facile que ça. Sinon, tu as l'onglet programme et tu as un programme. Ça s'appelle 1 million. Et c'est aussi simple que ça, je t'aide à obtenir 1 million d'euros de patrimoine. Voilà. C'est simple d'accès, facile et tu vas voir, on va bosser ensemble et on va atteindre des résultats que tu ne soupçonnes même pas. Avant d'attaquer l'émission, je voudrais te prévenir, comme d'habitude, je ne sais strictement rien sur l'émission, je vais la découvrir avec toi. C'est un petit peu de l'entertainment. On va continuer sur ces émissions durant tout l'été. Pour la simple et bonne raison, c'est que je travaille pour finaliser l'intérieur des programmes, du programme dont je t'ai parlé, 1 million, 10 millions. Parce que quand tu es dans 1 million, une fois que je t'ai appris à avoir 1 million, je peux t'aider à avoir 10 millions aussi de patrimoine. J'insiste, je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine. Donc, ça passe par plusieurs étapes. Et effectivement, je travaille dans les programmes, une partie que tu ne peux pas voir, qui n'est pas la partie gratuite. Et si tu veux y accéder, il suffit de passer par mon site immobiliercompagnie.com. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas de quoi on va parler. Je ne sais rien. On va donc écouter cette émission ensemble et on va décortiquer un petit peu les mécanismes qui se cachent derrière ces deux associés que, comme ils viennent de le dire, l'un d'entre eux, le temps passe effectivement très vite et autant profiter de ce temps pour gagner un petit peu plus d'argent et devenir associé avec peut-être ton voisin, ton copain, ta copine ou qui sait, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Bref, ça c'est ton problème. Moi, je t'aide juste à réussir. On avait deux profils bien différents. Moi, j'étais pas très talentueux et Quentin était plutôt un bon joueur. Et aujourd'hui, on n'est pas meilleur au foot, loin de là. On a fait une croix sur une carrière professionnelle. On a fait les 400 coups ensemble. On a fait de la musique, du rap. On a essayé le rap, on a essayé les vidéos humoristiques. Avec un fil conducteur. Très peu de succès à chaque fois. Très peu de succès. Et notre dernier coup en date, c'était il y a environ 3 ans, quand on a lancé notre projet entrepreneurial. Et pour une fois, étonnamment, on y arrive un petit peu mieux que d'habitude. Notre philosophie de vie sur le projet, c'est de faire les choses bien sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. De toute façon, on n'arrive pas à se prendre au sérieux. Donc là, c'est hyper intéressant ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'on a finalement une espèce de parcours de vie condensé, même ultra condensé, de 2 copains qui se sont suivis dans une aventure. Alors là, je parle d'une aventure au sens large, l'aventure qu'est la vie de façon générale. Et ce que je trouve très amusant, c'est de voir que finalement, comme ils le disent eux-mêmes, alors il y a un fil conducteur, moi je n'analyse pas tout à fait le même fil conducteur que eux en fait, enfin quoique à mon avis indirectement si, mais bon tu as compris ce que je voulais dire, le fil conducteur c'est leur relation. Je pense que ce sont 2 personnes qui envers et contre tout apprécient d'être ensemble et ça c'est une force et autour de toi il y a forcément des mecs avec qui tu t'entends bien. Ça ne veut pas dire, et il faut faire très attention, ça ne veut pas dire qu'il y a des mecs avec qui tu t'entends bien qui sont les bonnes personnes avec lesquelles tu peux entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de spécial et ce n'est pas, j'ai envie de dire, compatible avec toutes les amitiés et toutes les relations qu'on peut avoir autour de soi. Par contre, il arrive parfois qu'on ait des amitiés qui soient compatibles avec l'entrepreneuriat. Je vais parler de compatibilité dans cette émission parce que réellement, tu t'en rends pas compte, mais l'entrepreneuriat, c'est, parmi tous les aspects que représente l'entrepreneuriat, c'est entre autres le rapport à l'argent. Et malheureusement, il y a des gens avec qui ce n'est pas possible d'entretenir un rapport sain avec les finances dans le cadre d'une activité professionnelle. C'est-à-dire que ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a des gens, en gros, dès l'instant que tu mets de l'argent en jeu au milieu d'une relation affective ou peu importe le type de relation que tu peux avoir avec la personne, ça ne fonctionne
ça ne fonctionne pas parce que le rapport à l'argent est biaisé. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave. Et puis c'est vraiment comme avec les filles ou comme les filles avec les garçons, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de compatibilité. Ça veut dire que tu peux être incompatible sur ce point-là avec une personne et être compatible sur ce point-là avec une autre. C'est vraiment pas grave ce que je suis en train de te dire. Simplement, je souligne ici le fait que la relation dont ils font état ici, elle est hyper intéressante parce qu'elle est compatible et que donc ils sont allés jusqu'à entreprendre ensemble. Et je trouve ça génial. Il y a un point que je vais souligner et que je trouve qui mérite de l'être et qui doit pour toi rentrer dans ta tête et être ancré au fond de ton ADN, c'est que ce n'est pas une compétence, ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous ou qu'on n'a pas, c'est même pas à proprement parler, quand j'emploie le mot compatibilité, ça me gêne un peu parce que ça voudrait dire que c'est inhérent à quelque chose qui nous échappe. Pour moi, c'est une question de volonté. On a deux personnes qui ont la volonté d'être ensemble et de faire tout un tas de trucs ensemble. Et cette volonté, quand elle est plus forte que tous les problèmes que tu peux rencontrer, y compris les problèmes d'argent, ça donne ce genre d'associations qui font que les mecs sont capables de faire, comme il a dit, du rap, des vidéos d'humour, du foot ensemble, bref, ça fait des années qu'ils suivent et ils ne conçoivent pas leur avenir l'un sans l'autre. Et c'est une question de volonté. Et j'insisterai jamais assez. C'est-à-dire que, ça va être fou ce que je vais te dire, mais même ton couple n'est qu'une question de volonté. Si tu as la volonté de faire en sorte que ton couple va marcher toute ta vie, ça marchera toute ta vie. Est-ce que simplement ta volonté est suffisamment forte par rapport à toute une vie? C'est la seule question que j'ai à te poser, que tu dois te poser. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je te laisse avec la question. On écoute la suite. On se donne corps et âme pour réussir le projet. C'est vraiment une aventure qu'on veut mener très loin. La boîte a un peu plus de 2 ans et on va être encore là dans 10 ans. Donc pour ça, on se donne les moyens. La vie d'entrepreneur, c'est vraiment les montagnes russes. Il y a un jour, on est hyper excité, c'est génial et un truc super cool. Le lendemain, il y a une galère qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à surmonter. Et c'est toujours ça. Tu penses qu'on peut en vendre 10 000 jusqu'à la fin de l'année? Il faut bien... Hein? Non, mais si on le réimagine S'il bien. est fort, tu peux en faire 10 000 facile, je crois. Nous sommes clairement des réels optimistes. On croit toujours que ça va bien se passer et ça finit toujours par bien se passer. Et toutes les galères sont surmontables, donc on y arrive en règle générale. On a hâte de rencontrer les investisseurs. En espérant qu'ils soient joueurs. Excellent. Super. Hyper intéressant, ça va dans le sens de ce que je viens de te dire. Je vais ici développer 3 points. 3 points qui viennent d'être dits, qui sont fondamentaux et qui vont vraiment dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre. Premièrement, il a parlé de volonté. Il a dit, ça fait déjà quelques années qu'on est là, donc dans le projet entrepreneurial, et il dit, j'espère encore rester ici pendant les 10 prochaines années. Quand je t'ai dit que c'est une question de volonté, c'est une question de volonté. Devine quoi? Il te dit qu'il sera là encore dans 10 ans. Je te le dis, j'ai pas besoin d'être devin, il sera là dans 10 ans. Parce qu'il le veut au départ. Ils le veulent, pardon. Ils sont 2 à le vouloir. Et c'est très amusant parce que le reste de tout ce qu'ils vont dire va dans ce sens-là. Ils disent, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où ça ne va pas. Mais devinez quoi, on surmonte tous les problèmes. Parce que ça va avec ce qu'il y avait avant. Ils ont la volonté de les surmonter. Ils attaquent et ils se disent, allez, c'est bon, on va y arriver. Et ça, c'est une mentalité, tu ne peux pas la gruger, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas l'apprendre même. C'est fou ce que je vais dire, mais tu dois la choisir. C'est-à-dire que tu dois faire le choix d'être comme ça. Tu dois décider de te dire que ça sera comme ça et pas autrement. Et si à des moments, tu glisses vers le négatif, vers le côté je me plains, je ne suis plus optimiste, je suis négatif, tu dois te ressaisir tout seul et te réorienter. Il n'y a pas de secret. Et donc, ne cherche pas des coachs de bonheur qui vont dire « Ah, j'ai le truc pour être… » Il y a peut-être 2-3 trucs comme tu vois, la mise en perspective, une façon d'aborder la vie de manière générale. Je ne vais pas faire comme si, voilà, c'est peut-être effectivement une question de conditionnement au quotidien qui va être fait petit à petit pour que la personne arrive à ce résultat-là. Mais ça reste un choix. Il a fait le choix de dire « Je veux rester dans le game pendant longtemps. J'ai décidé que malgré tous les aléas de la vie, je suis… optimiste. » Alors donc, premier point que je voulais développer avec toi, la volonté, tu l'as compris, les 10 ans. Deuxième point, les montagnes russes. Je vais faire par ordre parce que sinon je m'égare comme d'habitude. Il a dit un truc qui est vrai sur l'entrepreneuriat. Il y a des jours où c'est la panacée, tu es trop heureux, tout se passe bien. Puis il y a des jours, on va pas se mentir, tu es un peu en bas, tu es un peu dégoûté parce qu'il n'y a rien qui avance. Et tu vois ton objectif ou ce que tu t'étais fixé s'éloigner et tu dis mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout ce que je fais finalement ça ne sert pas à rien? Maintenant ça fait partie du jeu et puis au bout du compte tu finis par l'accepter. Ça aussi c'est plutôt une question de vie, de vécu. C'est-à-dire que là ce que je partage avec toi, il n'y a pas de secret caché derrière, il n'y a pas de formule magique. En réalité tu le vis,
tu l'éprouves et tu constates que la vie est faite comme ça. Elle est faite d'aléas et finalement, les aléas perdurent et notre façon de les aborder, c'est le seul choix que nous avons en fait. C'est-à-dire que regarde, il t'arrive un truc d'hyper négatif, j'en sais rien, un accident. Tu as un accident. Cet accident, il va te causer des problèmes, perte du véhicule, j'en sais rien, tous les problèmes que tu peux imaginer. Au demeurant, l'incident est persistant, c'est-à-dire que dans ta mémoire, cet incident, il sera là, marqué par un fer rouge dans ta tête en fonction de la gravité. Tu sauras qu'à telle date, tel jour, telle heure, dans le passé, il t'est arrivé ça. Mais quand tu as vécu l'accident, quelles ont été tes réelles possibilités à toi? Parce qu'un accident, tu peux le subir complètement, tu peux le provoquer aussi, c'est vrai, mais au final, c'est dépendant de tellement de facteurs extérieurs que c'est compliqué de se dire qu'on peut s'y préparer. Il n'y a qu'une chose qu'on peut faire dans un accident, c'est choisir de le prendre sur le plan positif ou choisir le prendre sur le plan du côté négatif. Je vais le redire parce que j'ai un peu bégayé, bafouillé. Dans un accident, quand un accident survient, tu peux choisir de prendre l'accident sous un angle positif ou choisir de prendre l'accident sous un angle négatif. C'est le seul choix que tu as en réel. Tout le reste, tu le subis. Donc choisis de le prendre positivement parce que l'accident, de toute façon, il est là. Donc tu peux le voir négativement, c'est à la portée de n'importe qui. Le voir positivement, c'est peut-être plus difficile, mais ça t'exerce à t'entraîner à avoir cette espèce de mentalité au quotidien qui te fait te dire « Allez, c'est bon, là j'ai eu des galères, mais ça va aller, je vais aller au-delà. » Et eux, ils l'ont. Et l'émission, elle n'a pas commencé. Et déjà, je peux te dire que c'est des entrepreneurs. Tiens, on va faire des pronostics. Je suis sûr qu'ils vont lever en fait. Une mentalité comme ça, tu peux que avoir envie d'investir. Parce que tu te dis déjà, tu arrives dans un état d'esprit où tu te dis, ok, je vais fermer la porte à ce mec, il va passer par la fenêtre. Bon, on le dit souvent de moi, ça. Et donc, de toute façon, bon, voilà, c'est ce genre de mentalité que j'ai envie. Parce que si je confie mon argent à ce mec-là, eh ben, dans le pire des cas, il trouvera un moyen de retomber sur ses pattes. Et c'est ce qu'on veut en fait. Ce qui nous amène sur le dernier point qu'il a évoqué. Il dit de toute façon, on est des optimistes. Et comme on est des optimistes, eh ben, on voit les choses que du bon côté. Et c'est un choix. J'insisterai jamais assez. Tout ce qu'il vient de te dire, ce n'est pas une compétence. Ce n'est pas un truc que tu apprends. Ce n'est pas suite à une lecture. Ce n'est pas un stage en développement personnel. C'est rien de tout ce que tu peux imaginer ou trouver comme excuse en disant « Ah oui, moi, mes parents ». Ce n'est pas une équation qui est produite par la somme de ton passé. C'est rien de tout ça. C'est un choix. Tu choisis, tu te dis, ok, voilà, je suis optimiste. À partir de maintenant, je suis optimiste. Et je vais te dire un truc, choisis de l'être. La vie, franchement, elle est vachement mieux, ça ne te coûte pas plus cher. En fait, ça te coûte le même prix. En réalité, si on devait parler d'argent, tu vois, si on devait parler du prix du choix d'être négatif et du prix du choix d'être optimiste, le prix est le même. La seule différence, c'est que la vie, elle est plus sympa quand on est optimiste. Je te laisse y réfléchir et choisir de quel côté tu te positionnes. Tu sais de quel côté je suis. On écoute la suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Alors on va enjamber et je prends les poètes. Ah, On va commencer par vous faire jouer si ça vous va. Oui. mais bien sûr. On s'est dit qu'on allait se mettre directement dans le bain. Très Voilà. Alors moi c'est Quentin. Moi c'est Antoine, effectivement, c'est pas présenté. Voilà. Et on va vous présenter Combat de coq. Et pour rentrer dans notre univers, on se dit le mieux, finalement c'est de jouer. D'accord. Alors distribution de poètes. Et c'est Très parti. Ah, cool, j'adore ça. moi. Poète. Merci, pardon, excusez-moi. Et voilà. Très rapidement, je ne vais pas intervenir longtemps. Je veux juste que tu prennes le temps d'apprécier l'état d'esprit immédiat dans lequel est la pièce. C'est positif. Et c'est marrant parce qu'après t'avoir fait tout ce laïus sur le fait d'être optimiste ou négatif, eh bien, tu comprends juste là avec l'intro qu'on vient d'avoir pourquoi être optimiste, c'est bénéfique. Parce que quand tu es optimiste, tu es enjoué. Quand tu es enjoué, tu communiques. Quand on te parle de rire communicatif, même les émotions sont communicatives parce que le rire communicatif, ça existe, c'est-à-dire quand tu entends quelqu'un rigoler, tu as tendance à rire. Si tu vois quelqu'un faire la gueule, tu vas plutôt arriver en faisant la gueule. Donc, ça devrait t'aider aussi dans ton choix et plutôt de choisir du coup d'être optimiste que négatif parce que en étant optimiste, tu vas tout de suite mettre une bonne ambiance qui est une ambiance positive. Et quand une ambiance est positive, c'est plus facile de demander ou de proposer un investissement à des gens que quand tu arrives avec du négatif. Donc, là encore, pour le même prix, le bénéfice me paraît évident. Vous êtes prêts? Ouais, Trois ouais, petites ouais. questions, c'est parti. La première, on va faire une question cinéma. Dans quel film retrouve-t-on la célèbre scène de la cuisine avec un digestif qui rendra Ah, aveugle? mais c'est ça, les tontons flingueurs. Tonton flingueur. Bravo. Joué. Deuxième question, une question histoire. Quel ancien président de la République était surnommé le Tigre? Clémenceau. Bravo, bonne réponse. Et enfin, on va faire une troisième et dernière question, une question média. Quel brillant animateur télé a été le speaker des Girondins de Bordeaux? Courbet. Bien joué, joué. c'est une bonne réponse. Bon, Excellent. vous êtes vraiment incollable. Les gars, prenez-en de la graine.
En 30 secondes, le ton est donné. Il n'y a même pas besoin qu'ils nous expliquent ce qu'est le produit. On a compris. C'est une espèce de question-réponse avec un poète-poète. En plus, c'est rigolo le mot poète-poète. C'est des questions faciles. Tu achètes ça, tu joues entre copains et copines. Comme ils ont dit, t'es rentré dans l'univers. J'ai même pas vu la vidéo. J'ai pas besoin de parler de l'argent. Je pense que tu as compris toi aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est la première présentation de produit que j'ai vue dans cette émission sur laquelle ça se passe de commentaires. Tout est dit. Alors, il y a un défaut pour moi évident, c'est que c'est un jeu auquel il faut avoir joué une première fois pour avoir envie de l'obtenir. C'est mon premier sentiment sans en avoir vu plus sur l'émission. Mon second sentiment, c'est que finalement, est-ce que tu as envie de te dire, est-ce que les poètes sont vraiment obligatoires? Je me pose la question, c'est une question-réponse, ça me fait penser au Trivial Pursuit version poète-poète, quoi, tu vois. Après, c'est fun. Franchement, c'est fun, les deux mecs donnent envie. On est au début du speech, j'ai hâte de voir la suite, mais tu vois, là déjà tout de suite, je suis pas mitigé, je suis dans un état d'esprit positif. Moi, personnellement, je donnerais mon argent pour un produit comme ça, il faut voir ce qu'il demande, attention, j'ai aucun élément. Je veux juste te dire que c'est positif, tout est positif. Et bon, il y avait une intro, j'ai choisi de prendre l'intro, j'aurais peut-être dû la retirer, mais là, en les voyant rentrer avec cette espèce de pêche qu'ils ont eu, direct, tac, 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 ça allait hyper vite, on est déjà dans le vif du sujet, pour moi c'est hyper positif. C'est facile à comprendre, on comprend le jeu, il n'y a pas eu d'énonciation de règles, on est dans quelque chose de ludique, de rapide, de simple. J'ai besoin d'en entendre un peu plus sur le produit, mais au premier abord, moi en tout cas, je suis dans un aspect très positif. Est-ce que c'est dû à leur personnalité? Je ne sais pas, je te laisse y réfléchir, on va écouter la suite. Moi je pense que ça a un lien. Tu me diras ce que tu en penses. Alors vous l'avez compris, on va parler culture française. C'est un projet de dingue, un projet authentique, atypique. C'est un projet qu'on a mené à la fin de nos années étudiantes avec quelques euros en poche. Ce projet, c'est Combat de Coq, un univers de jeux de société dédié à la culture française et 100% made in France. C'est un projet très sympa, mais c'est aussi surtout l'aventure de potes. On se connaît depuis qu'on a 7 ans. On est originaire de Rennes. On s'est connus sur les terrains de foot avec très peu de succès. On a passé le collège ensemble, le lycée. Et c'est avec l'entrepreneuriat qu'on vit nos plus belles émotions. Alors on a commencé il y a 3 ans avec une application mobile. Quand on l'a lancée, il y a eu un succès dès le démarrage. Par contre, niveau business model, c'était zéro. On n'avait rien réfléchi. Donc quelques mois après, on se dit, ok, on va pivoter, on va passer sur de l'entrepreneuriat parce que c'est sûr, il y a quelque chose à faire. On lance une campagne de financement participatif et on dit aux gens, suivez-nous. On va passer de l'application au jeu de société, précommande et en fait, en quelques semaines, tout le monde nous suit, c'est parti. Et c'est comme ça en fait qu'on finance notre premier jeu de société. Un premier jeu, un deuxième sur la culture bretonne, un troisième sur l'apéro. Voilà ce qu'on peut dire sur l'aventure, avec toujours une règle pour nous, tout est 100% made in France. On ne fait aucun... pardon, j'en perds mes mots, excusez-moi. Aucune concession. Aucune concession là-dessus. Aucune concession. Bon, j'essaye de suivre. Il me fait rire, Marc Simoncini. Oh, moi, vous savez, j'essaye de suivre. Je suis largué. La culture française, c'est pas mon truc, genre. Il m'a fait rigoler. Je suis très surpris. Je suis même bluffé de l'histoire entrepreneuriale. Je m'y attendais pas du tout. Ils commencent par une app, ils finissent par un jeu de société. C'est vraiment surprenant. Je comprends le concept, je m'y attendais pas non plus. Je l'ai pas vu venir, tu vois, le coup du... Voilà, tu vois, c'est rigolo parce que les émissions sont faites à brûle-sur-point, donc tu vois mes sentiments. Donc j'étais vraiment dans le cadre d'un Trivial Pursuit basique avec aucune particularité. C'est pas bête, hein. Ça me fait repenser aux questions dont ils ont posé. Tu vois, la culture française est essentiellement française, très nichée, breton, etc. Ouais, et honnêtement, je vais te donner mon avis, mais ça peut que marcher. Tu auras toujours des mecs comme moi qui sont très internationaux et qui en fait sont très peu axés France. Donc d'où vient la remarque de Marc Simoncini. Je te le dis en rigolant parce que bon, vaut mieux s'identifier à Marc Simoncini qu'à personne. Hein. Excusez-moi. Hein. Voilà. D'où la remarque de Marc Simoncini, c'est ce que je disais. Et à l'inverse, tu vois, Marc, j'oublie toujours son nom, mais le mec des Girondins de Bordeaux, si je dis pas de bêtises, qui lui savait que Julien Courbet était... Moi, je savais pas ça, tu vois. Comme ce qu'a dit la dame de Montélimar quand elle a répondu, le président français qui avait le surnom. Un truc que je ne sais pas. Ce qui montre que nos centres d'intérêt sont différents et que tu auras toujours des gens qui seront très attachés à leur terroir, à leur région, à leur natalité, à leur point d'ancrage, et des gens plus enclins à voyager et moins enclins à faire des concessions sur leur lieu de naissance, etc.
c'est un concept, d'autant plus que je le comprends que, pour tout te dire, mon père, quand il avait eu sa grosse société, avait lui aussi bâti une partie de sa fortune, si je peux dire ça comme ça, sur le même principe, sur un marché qui était ultra niché, tellement niché et tellement un marché de passionnés qu'en fait c'est ce qui a généré au départ des gros revenus pour mon père. Et donc je crois réellement dans ce qu'ils sont en train de faire. Et personnellement, à ce stade, je finance déjà. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Alors voilà, s'ils demandent 1 million d'euros, je réfléchirai, tu vois. Mais si on est de l'ordre de 100 000 euros, c'est en fonction du ticket et des pourcentages, ça me paraît cohérent. Je suis assez surpris, je ne m'y attendais pas. Ce qui me surprend le plus, et j'ai hâte d'avoir un peu plus de renseignements maintenant, c'est pourquoi on abandonne l'appli pour aller sur comment on appelle, le plateau de jeu traditionnel. Je pense que, en tout cas c'est mon sentiment là, au moment où je t'enregistre, je pense que c'est lié 100% à la clientèle. C'est-à-dire que à l'époque à laquelle j'enregistre cette émission, on est en 2020 et tu as encore toute une tranche de la population qui est la tranche de nos parents et de nos grands-parents qui sont peu axés web et applications et qui sont des clients potentiels pour ces entrepreneurs-là. Clientèle qui, sur un long terme, ne sera plus ici, malheureusement, hein, j'en suis très désolé d'ailleurs, mais c'est un très bon choix en réalité que de les cibler, effectivement. Et tu vois, en te le disant, je réalise ce que je suis en train de dire. En fait, effectivement, tu prends l'argent là où il est au moment où il y est. Donc, effectivement, tu proposes ce plateau à des gens. Maintenant, est-ce qu'ils ont un réseau de distribution qui permet de toucher ces aficionados régionaux? J'aimerais bien le savoir. On va, à mon avis, le découvrir. Je suis impressionné. Sincèrement, à ce point, je suis impressionné. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Très, très bonne idée. Et qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? On a besoin de deux choses. La première, on a besoin d'être encadré de gens qui ont l'expertise des entrepreneurs chevronnés. Deuxième chose, un soutien financier. Donc on va un investissement de 80 000 euros pour 15% de la société. 80 000 euros pour 15%. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est nous diversifier avec une gamme avec des nouveaux jeux. Et ce qu'on veut faire pour la première fois, c'est investir en marketing. Parce que on n'a jamais mis un seul euro en marketing. Aujourd'hui, c'est juste la viralité de notre communauté qui fait la différence. Merci de nous avoir écoutés. On avait commencé en posant des questions. C'est à votre tour maintenant de nous poser des questions si vous le souhaitez. Je suis impressionné de la clarté de ces deux jeunes. Impressionné parce que 80 000 euros pour 15%, bon, bien évidemment, comme d'habitude, tu sais ce que je ne vais pas arrêter de te répéter. Quel est le chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Je pense qu'on va avoir c'est des questions qui vont arriver, donc je ne vais pas me radoter dans ces émissions comme à chaque fois. 80 000 euros pour 15%, bon, en fonction de ce qu'ils vont dire, ça peut avoir de la cohérence. C'est sûr que s'ils font 200 000 euros de chiffre d'affaires, bon voilà. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit, cette espèce de transparence et de recul sur soi-même, cette capacité à se dire, voilà, nous on a besoin d'abord de quelqu'un de chevronné pour nous orienter. Ensuite, on a besoin d'argent. Et il a dit un truc que je trouve fabuleux. On a mis 0 € en marketing. Il n'y a que la viralité de notre produit. Je pense que là, devant eux, en tout cas, ils ont clairement des personnes qui connaissent l'impact du marketing, d'un bon marketing en tout cas sur un produit. J'en suis même convaincu. Donc, je suis certain. Là, à ce stade, j'ai plus aucun doute, ils vont être financés. Ils ne dépendent pas de quelqu'un comme moi pour être financés. C'est le mec qui ne se prend pas pour de la merde. Je rigole en disant ça. Ils vont être financés, c'est certain. Quand tu fais le... J'ai pas besoin... Alors voilà. Avant qu'on aille plus loin, ça va être intéressant que je te décortique ma réaction et pourquoi je parle comme ça et je pense comme ça. Premièrement, comme je te l'ai dit au départ, déjà dès le début, le portrait qu'on a vu d'eux, alors eux ne l'ont pas vu, hein, les investisseurs, mais tu le ressens aussi dans leur présentation. Je ne sais pas si tu as remarqué, la présentation, elle a été découpée au montage de cette émission, mais elle est hyper efficace. D'une efficacité, mais redoutable. C'est chirurgical. C'est allé hyper vite, on est allé à l'essentiel. Et je pense que ce n'est pas la peine de faire l'article sur le chauvinisme français pour faire la déduction que moi j'ai faite immédiatement, qui est de se dire, ils sont sur des marchés ultra nichés, mais les Bretons vont kiffer des jeux axés sur leur culture et leur univers. Les Basques vont kiffer des jeux axés sur leur culture et leur univers. Les Parisiens, pareil. Je ne vais pas passer toutes les régions de France, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que notre pays, la France, c'est quoi? C'est une richesse culturelle énorme de petites régions entrelacées, entremêlées les unes les autres, à différents endroits, pas si éloignés que ça par rapport à la richesse culturelle que nous avons la chance d'avoir. Cette richesse culturelle, elle crée quoi? Elle crée à la fois la beauté de notre pays et à la fois elle crée le communautarisme qui est parfois montré du doigt ou mal interprété ou mal apprécié par certaines personnes. Bref, au demeurant, peu importe ce que toi ou moi ou qui que ce soit en pense, la réalité c'est que tu t'adresses à des gens qui vivent ces communautés.
dans chacune des régions de France, il y a des us et coutumes qui sont indépendantes et propres à la région, qui font la fierté et l'identité du lieu dans lequel elles sont pratiquées. Et ces us et coutumes, au travers d'un jeu culturel qui permet de les transmettre autour d'une table, au niveau d'une intergénérationnalité, j'ai employé le mot, j'ai gagné 10 points, non je rigole, tu m'as compris, avec différentes personnes de différents âges d'une même famille, eh bien, tu comprends que ça peut que marcher. Et donc, à ce stade, je vois ça sous un angle très positif. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas comment les mecs qui sont là ne financeront pas ça. Par contre, effectivement, je vais souligner le fait qu'un mec comme Marc Simoncini, tu vois, je vais faire des pronostics, je ne peux pas prédire l'avenir, mais j'ai des doutes sur le fait qu'un mec comme ça financerait un projet comme celui-là. Je le vois plus comme un mec tourné vers l'international, un mec qui va viser plutôt le monde, donc il n'est pas vraiment intéressé par comment on appelle, le régional, tu vois. Et à l'inverse, je pense qu'en tout cas, autour de ces chaises-là, je pense qu'il y a des personnes qui seront plus sensibles à la régionalité de la France et à sa richesse et sa culture. J'ai hâte de voir la suite en fait. Je trouve qu'il manque d'éléments. J'aimerais bien avoir un peu des éléments maintenant sur leur vente. Je suis bluffé du fait qu'ils aient mis 0 € en marketing, qu'ils aient réussi à en vendre et que leur communauté ait permis de construire tout ça. Ça laisse présager d'un potentiel relativement intéressant. On va voir maintenant si quelqu'un finance. Vous disiez que vous étiez arrivé donc à ce métier par hasard, en jouant. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous avez vraiment pris la décision d'en faire votre métier. Ouais, puis je le vois même pas comme un métier en fait. Enfin, on n'a pas cette notion de métier, de travail presque en fait. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est notre passion. Nous, ça nous éclate, ça éclate les gens. Ça marche bien si on peut en vivre. J'ai envie de dire formidable. Alors, ok, mais investisseur, c'est pas financer la passion des gens. Alors, je t'assure que j'ai pas regardé la suite. En fait, j'améliore petit à petit l'enregistrement de ces émissions. C'est-à-dire que là, pendant que je te parle, je peux vraiment pas voir ce qui se passe, tu vois. Là, tu vois, tu sens le côté fermé de la chose. Je pressentais l'incompatibilité, en fait, finalement. C'est-à-dire que tu as un mec international qui cherche à s'ouvrir, qui limite est en concurrence avec les Américains, qui eux sont... Alors voilà, après, ce que je vais dire ici va déplaire à certains. Moi, je n'ai pas d'avis négatif sur les Américains. Je vais commencer par dire ça déjà. C'est vrai que les Américains, c'est un peu la normalisation du monde. Si tu réfléchis à la démarche américaine, c'est quoi ? Quand McDo se déploie sur la terre entière, ça implique quoi ? Ça tue finalement, ça va à l'encontre de ce projet-là. Si tu réfléchis purement et simplement, l'objectif de McDonald's au départ qui est de faire du pognon, on ne va pas se mentir, ce que vient de faire comme remarque Marc Simoncini est tout à fait vrai. Une organisation comme McDonald's, sa fonction principale, c'est d'engranger des bénéfices et de gagner beaucoup d'argent. Ok. Si tu regardes leurs conséquences économiques, c'est quoi ? La garantie que t'offre McDo, c'est quand tu manges un Big Mac en France, si tu vas en Espagne, si tu vas aux États-Unis, si tu vas en Russie, si tu vas au Japon, ben tu manges le même hamburger avec le même goût. Alors, ce qui a un point positif pour les gens qui voyagent, ça te fait un point d'ancrage et si la bouffe te plaît pas, ben, dans le pire des cas, bon, je te le conseille pas, mais tu peux envisager de manger McDo si c'est vraiment dégueulasse. J'ai un pote qui l'a fait, il est parti dans un pays dont je ne dirai pas le nom, il n'a pas supporté la nourriture, ça a fini son séjour en McDonald's everyday. Bon, il m'a dit que c'était quand même pas non plus la panacée, que même le McDo avait quand même un petit goût là-bas, mais enfin, il s'en est sorti comme ça. Mais finalement, ce processus de colonisation par le commerce, elle va à l'encontre de la culture régionale, dans le sens où là où s'implante un McDo et là où McDo va vendre de la bouffe, toutes ces bouffes consommées par les locaux sont des bouffes qui détruisent le patrimoine culturel, en tout cas nutritionnel, de la région. Et je ne m'oppose pas, encore une fois, voilà, je ne tiens pas un discours anti-américain, je ne cherche pas à te dire « Ah, c'est pas bien, gna 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 ». Moi, j'aime bien, en plus j'aime bien l'entreprise McDo et son parcours, même si j'y mange pas très souvent, voire très peu. J'aime quand même assez bien le parcours entrepreneurial de Ray Kroc pour en avoir fait une vidéo que tu peux retrouver sur ma chaîne. Bref, je trouve assez fun cette histoire et impressionnant et je sais reconnaître le génie de l'entrepreneur, mais je sais aussi voir le mécanisme que je viens de te décrire. Et ce mécanisme, Marc Simoncini, lui, il ne veut pas le détruire ou s'y opposer, il est en compétition avec ça. C'est-à-dire que lui, il essaye aujourd'hui de sortir des licornes en France, il est de ces acteurs français qui se mesurent aux Américains et qui caressent l'espoir et la volonté, ce qui est très bien, il faut des gens comme ça. Moi, je suis heureux d'avoir des Marc Simoncini sur le sol de mon pays. Il essaye, lui, de s'attaquer frontalement à des machines de guerre comme McDonald's. Et sa remarque
elle peut paraître abrupte et un petit peu virulente envers ces deux jeunes qui, somme toute, sont très sympathiques, mais lui, il n'est pas là pour jouer aux billes et voir des jeunes rigoler en jouant à un poète-poète. Lui, il veut des entrepreneurs qui ont un business model, qui sont passionnés, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il sait très bien qu'il veut des passionnés, mais des passionnés qui sont axés business. Là, il a la sensation qu'on lui dit, bon ben voilà, nous on s'amuse, c'est cool, on gagne un peu d'argent, on peut en vivre, ça va le faire. Mais que les mecs doivent comprendre, c'est que si Marc il investit, lui il veut un retour sur investissement. Et le rapport à ton business, il n'est jamais plus le même dès l'instant qu'il y a de l'argent qui vient de l'extérieur. Peu importe d'où vient cet argent. Et là, je vais m'adresser à toi, mec, l'investisseur immobilier. Tu ne mesures pas ça. Nous, les investisseurs, on a un défaut, c'est qu'on ne mesure pas correctement les conséquences qui découlent d'un prêt bancaire immobilier. Dans la tête d'un investisseur immobilier, le prêt qui est octroyé par la banque, c'est finalement quelque chose de presque normal. Et si la banque ne te le donne pas, c'est des abrutis parce qu'ils ne veulent pas te donner ton argent, etc. Et on a un rapport à la dette qui n'est pas un rapport normal en fait. Je m'en rends compte parce que récemment, j'ai accompagné des investisseurs immobiliers dans le switch de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, je vais te le dire autrement, j'ai contribué ou j'ai été à côté d'entrepreneurs d'investisseurs qui sont devenus entrepreneurs, même de certains qui ont abandonné des investissements au profit d'entreprises. Et j'ai constaté, avec d'ailleurs surprise, que les investisseurs étaient des mauvais entrepreneurs parce que le rapport à la dette, il est vérolé dans l'immobilier. C'est-à-dire que nous, notre vision de la dette, il est corrélé avec un actif, ce qui n'est absolument pas le cas en entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand toi, tu achètes un appartement, tu achètes un actif. Et donc, finalement, ta dette, elle est rattachée à une chose qui, dans le pire des cas, te rapportera de l'argent. C'est-à-dire que en prenant le pire des scénarios, donc on va prendre l'investissement immobilier, on va imaginer le pire des scénarios, ben, tu ne perds pas d'argent en fait. Voilà. Tu n'en perdras jamais autant que ce que tu en auras mis, y compris en ayant fait crédit à quelqu'un. Alors que si tu prends l'entrepreneuriat, eh bien, l'investissement que tu mets, dans le pire des cas, il est perdu en totalité. Peut-être même plus qu'en totalité. Et ça, l'investisseur, il ne le comprend pas et ça fait de l'investisseur un mauvais entrepreneur. Ce rapport, finalement, à la dette, qui n'est pas le vrai rapport que devrait avoir tout entrepreneur. Et d'ailleurs, je vais te donner un conseil d'investisseur à investisseur. Si tu veux t'améliorer dans l'investissement immobilier, change ton rapport à la dette. Tu as beaucoup à apprendre de ces émissions. Tu as beaucoup à apprendre des entrepreneurs. Et c'est très intéressant parce que là, Marc Simoncini, sa réaction, c'est vraiment la réaction d'un mec viscéral qui a vécu l'entrepreneuriat comme un vrai parcours de guerrier et qui leur dit, les gars, réveillez-vous, ok, vous jouez dans votre chambre, c'est sympa. Si vous êtes là, ce n'est pas pour qu'on vienne jouer avec vous dans la chambre. C'est pour qu'on aille attaquer un gros marché. Et il est possible, malheureusement, que ce que proposent ici les deux entrepreneurs aux investisseurs ne soit pas un marché qui intéresse forcément tous les investisseurs assis devant eux. Après, je reste sur ce que je t'ai dit depuis le début. Je reste dans le même optique. Voilà. Après, il faut comprendre, avant que je te dise mon optique, que tu as compris de toute façon, mais il faut que tu comprennes que tu ne fais que ce que tu sais finalement. Et comme je te l'ai dit, moi, mon père, il a fait ses choux gras sur un système comme celui-ci, très, très spécifique. Et donc, j'en connais la valeur. Je sais ce qu'on peut arriver à faire avec un marché ultra niché qui s'adresse à des purs passionnés. Les gens, d'ailleurs, sous-estiment énormément ce genre de système. Parce que quand on dit, ben voilà, moi, je travaille là-dedans, ben on a tendance à se dire « Ah oui, mais il ne doit pas y avoir grand monde. » ou pas. Mais oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas grand monde qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois, il y a très peu de personnes, mais le peu qu'il y a sont prêts à payer tellement cher que ça vaut des marchés immenses. Hein. Bref, pour moi, s'il n'y a personne qui investit dans cette boîte, ce sera sûrement parce qu'il n'y aura pas cette connaissance-là. Mais je suis certain que dans le lot, il y en a un qui va sortir les billets de la poche. On va voir, on écoute, on entend. On va quand même demander, j'espère, les chiffres, parce qu'il doit y avoir des chiffres d'affaires. Moi, je reste curieux de ça. Parlez un peu chiffres, combien ça coûte, quel est vos prix moyens Alors, on a une gamme qui est décomposée de manière très simple. Le petit jeu apéro est vendu à 10 € en boutique. Le jeu breton est vendu 12 et le jeu français est vendu 25. Donc voilà, c'est accessible. Avec les 1300 questions. Ouais. Okay. L'année dernière, on a vendu à peu près 12 000 jeux. Cette année, on va en vendre à fin août à notre clôture à peu près 20 000. Ça représente 180 000 € de chiffre d'affaires. Et les canaux de distribution, c'est librairie, un peu, enfin, On a la chance depuis un peu moins d'un an d'être distribué dans les plus grandes enseignes de jeux de société culturels. C'est qui ? Bah, on a les Fnac, on a toutes les Fnac de France, on a tous les Monoprix, on a la plupart des jouets clubs, on a une distribution aussi plus de boutiques indépendantes de centre-ville, plus de 200. Quel prix vous le vendez justement, le prix distributeur? C'est 12 € hors taxe. D'accord. Ah, vous faites du hors taxe. 5,5
et 4,5. Non, les autres, c'était les prix de vente publics. D'accord. Par contre, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, avec seulement 3 jeux, le fait d'être partout, aujourd'hui, si on commence à investir dans du marketing, si on commence à se diversifier, en fait, il y a juste un potentiel qui est dingue. C'est que les top jeux aujourd'hui, c'est 300 000, 400 000 ventes par an. C'est quoi le top 3 des jeux? Pour prendre un exemple, En France. un célèbre jeu où on achète des rues et on pose des maisons dessus, ça se vend à 500 000 exemplaires par an en France. Vous vous payez aujourd'hui? Vous en vivez? Oui, bien sûr. Vous faites rien à côté? Vous Non, êtes à non, fond c'est que ça. là-dedans? On est à fond là-dedans. Je suis obligé de le souligner parce que le c'est qui de Marc Simoncini m'a beaucoup fait rire. Je pense que toi aussi. C'est qui? Ça existe encore la Fnac? Il me fait rire. Tu vois qu'il n'est pas... c'est pas son truc. Mais je lui reproche pas en fait. Encore une fois, je suis assez d'accord avec les deux fondateurs. Le potentiel, il est là. 500 000 Monopoly vendus par an. Mais j'aurais jamais... Mais tu sais, c'est intéressant ces émissions. Moi, j'aurais jamais cru. En plus, le Monopoly, mec, indirectement, ça nous touche. Hein. Moi, je suis désolé, mais quand j'étais gamin, bizarrement, j'adorais jouer au Monopoly. Mais je vais pas faire genre. Hein. Alors, juste pour info. Monopoly, c'est entre 25 et 26 balles. On va prendre 25 euros. Fois 500 000 exemplaires, ça représente 12 500 000 euros à l'année. Juste pour la France. C'est pas un jeu qui se vend qu'en France. Oh, tu vois, je sais pas, mais si ça te le fait. Mais moi, ce que j'aime dans ces émissions, c'est qu'on réalise pas la taille des marchés. Pour moi, tu vois, là, on est clairement sur un marché qui est intéressant. On est sur un marché qui est purement scalable. Il y a une vraie scalabilité, c'est-à-dire qu'eux, le jeu, ils l'ont fait. Ils ont déposé un droit d'auteur, quoi, sur le système et le fondement même de leur jeu. Et aujourd'hui, grâce à un bon réseau de distribution, ils en vendent 20 000. Et moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas investi dans le marketing. Ça veut dire qu'en faisant un bon marketing, ils peuvent doubler. Alors, je suis assez déçu de leur chiffre d'affaires. 180 000 euros, quand tu demandes 15% pour 80 000 euros, tu demandes finalement quasiment la moitié de ton chiffre en investissement pour 15% de ta boîte. Je m'attends à une rediscussion, une renégociation. À mon avis, ça sera 100 000 pour 20 ou 80 pour 20%. Le mec va demander un peu plus, l'investisseur. Bon, on verra ça s'ils sont financés. Autre élément qui est intéressant, c'est que tu as les marges. On est quand même sur des jolies marges. Hein. Moi, je ne vais pas te dire, on est sur des belles marges. On est sur une gamme de 3 produits. Ce n'est pas énorme, mais avec 3 produits, les mecs font leur chiffre d'affaires. Et ça te montre qu'il y a des marchés comme ça, insoupçonnés, qui permettent de dégager, de créer des sociétés intéressantes. Point intéressant, tu as vu que Marc de Bordeaux, là, il a demandé s'ils en vivaient. Question légitime parce que là encore, quand tu vas donner ton argent à des mecs comme ça, tu veux être sûr qu'ils vont s'occuper que de ça. Parce que si les mecs ils ont une autre activité à côté, tu donnes ton argent à un gars qui n'est pas focus 100% sur ce qu'il fait. Est-ce que toi, tu prêterais de l'argent à un mec qui ne fait pas que ça? Non. Toi, tu as envie que le mec s'occupe de ton argent comme tu t'occuperais de ton argent. Donc, tu cherches des gens qui ne font que ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils en vivaient et qu'ils ne faisaient que ça aujourd'hui. Moi, pour moi, ça c'est quand même relativement bien placé. On voit que Marc Simoncini est juste out of the ring. C'est pas ça, c'est pas sa cam, c'est pas son délire. C'est complètement OK pour moi. Maintenant, je te le répète. Pour moi, dans cette émission, tu as déjà appris un truc. C'est qu'il existe des marchés de niche comme celui-là. Si par exemple, tiens, regarde, je te donne un exemple. Si tu es d'ailleurs de la région, tu m'excuseras, je peux me tromper, mais au Pays Basque, je me rappelle quand j'étais gamin, j'étais allé au Pays Basque et on m'avait fait faire de la pala. La pala, c'est un jeu typique des Pays Basques. Ben, tu vois, par exemple, si tu proposais des produits tout spécifiquement adaptés au Pays Basque et à la pala, au jeu de la pala, donc c'est une espèce de... Tu t'envoies une balle avec des outils dans la main, j'en garde un très bon souvenir dans mon esprit. Eh ben, je suis sûr qu'il y a moyen de créer un truc de ouf juste sur ce marché-là, qui est un tout petit marché à l'échelle de la France. Mais grâce à Internet, tu vas trouver des mecs qui jouent à la pala dans le monde entier. Et si tu es bon en marketing, ce qui a l'air de leur faire défaut, eh ben, tu peux te créer juste une entreprise énormissime. Et pareil, voilà, c'est vraiment des positionnements de business qui sont hyper intéressantes à avoir, à développer, à comprendre et même à financer. On va voir s'ils trouvent un financement au milieu de nos chers et tendres investisseurs. On sait que Marc Simoncini n'y va pas. Voyons les autres. Vous dites que vous avez fait tout ça sans marketing, donc uniquement sur le bouche à oreille, la viralité. Pourquoi vous voulez changer un peu la recette? Et si vous aviez de l'argent, si vous avez ces 80 000 euros, quelle va être votre stratégie?
Dans les 80 000 euros, il y aurait 50 000 pour lancer 3 nouveaux jeux et 30 000 sur le marketing. Alors, ce qui marche bien sur les jeux de société aujourd'hui, c'est toucher des influenceurs. Typiquement, pour budgéter un influenceur, la vidéo va tourner en fonction de sa popularité entre 8 et 15 000 euros. Et la deuxième partie, c'est aussi maintenant qu'on est dans les grandes enseignes. Forcément, parfois, pour être plus mis en avant, il faut de la PLV. Il faut être capable de financer de la PLV. Aujourd'hui, on est incapable. Donc c'est pas des campagnes télé, c'est pas des campagnes radio. Je pense pas que ça soit. Non, c'est vraiment dans la distribution. Quand vous lancez un nouveau jeu, pourquoi vous ne faites pas appel à votre communauté? Pourquoi vous ne les prévendez pas? Mais carrément. On l'a fait la première fois. Ouais. Et pourquoi pas une deuxième fois? On l'a fait une deuxième fois avec le jeu breton. Jamais 203. Mais on se dit maintenant qu'il faut peut-être aussi pas non plus leur demander tout le temps de mettre la main au portefeuille. Ils ont répondu 2 fois. Ouais. Et on se dit qu'on garde ça un peu de côté avant de refaire une campagne de financement participatif. Bon, les questions sont légitimes. Là, tu vois réellement qu'il y a des vrais entrepreneurs en face, quoi. Pourquoi vous ne recommencez pas avec une recette qui fonctionne? Pourquoi changer une recette qui marche? C'est pas aussi simple. Moi, je comprends leur réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque formidable. Moi, tu peux pas me dire le contraire. Tout ça, ça n'existait pas avant. La distance avant avec l'argent, tu te rends compte que, je veux quand même le souligner avant que je continue mon analyse de la situation actuelle. Je veux quand même souligner un point hyper important et intéressant au regard de ce qu'on est en train de voir et d'écouter et d'entendre. Enfin bref, tu as compris ce que je voulais dire, peu importe où tu me regardes, mais tu vois où tu m'écoutes, pardon. Le mec qui délire total. Bref, on vit une époque formidable. Avant, la distance, ou plutôt tes options et tes choix avec l'accès au capital, ils étaient réduits à la banque. Et franchement, j'envoie un message à tous les banquiers qui m'écoutent. D'ailleurs, les mecs, partagez cette émission à tous les banquiers qui m'écoutent. Mais les mecs, vous êtes des grosses quiches. Il vaut mieux être aujourd'hui une danseuse de cabaret plutôt qu'être un banquier. Et même pas une danseuse de cabaret. Je manque de respect aux danseuses de cabaret. Il vaut mieux être au chômage qu'être banquier aujourd'hui. Les banquiers, ils ne servent plus à rien. Ils disent non à tout, ils comprennent rien. Maintenant, pour avoir de l'argent, pour qu'une banque te prête de l'argent, ça devient n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Voilà, moi je le dis comme je le pense. Je le vois au travers de mes clients, je le vois au travers de plein de personnes. Et c'est vrai que moi je peux être que admiratif et pantois devant la débrouillardise de ces jeunes et les capacités aujourd'hui auxquelles, voilà, comment on arrive aujourd'hui finalement à rendre l'argent un peu plus accessible à ceux qui n'y ont pas accès, pour leur permettre, parce qu'il y a ces gens-là qui ont des bonnes idées, pour leur permettre de mettre en œuvre ce qu'ils ont en tête, parce que d'abord, ils doivent pouvoir le faire et ils le méritent, et 2, mais franchement, quand je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a une loi qui est passée, qu'il n'y a pas eu une loi d'ailleurs, il n'y a pas eu de loi d'ailleurs, mais qu'ils ont gonflé pour que les banques durcissent ou resserrent les 33% d'endettement, mais n'importe quoi, les mecs. N'importe quoi. Quand tu as 33% d'endettement et que tu gagnes 10 ou 20 000 euros par mois, c'est pas la même chose que quand tu gagnes 1000 balles par mois. Et c'est pas la même chose non plus, 33% d'endettement, quand tu t'engages dans de l'investissement immobilier, que quand tu t'engages dans une résidence principale. Et les banquiers font des amalgames de merde. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais ça peut pas sortir autrement. Et souvent, les mecs, ils comprennent même rien eux-mêmes. Je ne vais pas dire que je les déteste parce que c'est pas vrai, je les déteste pas, mais ils me gavent en fait. Ils me gavent. C'est des clowns. Tu y vas, tu t'assois. Tu sais, maintenant, quand un banquier me dit non, je suis même plus déçu, tu vois. Je lui dis, je suis pas surpris. Alors, c'est même eux qui finissent par être surpris de ma réponse. Maintenant, ça me fait sourire. Ah bon, mais pourquoi tu dis ça? Moi, j'étais sûr. Je dis non, mais je dis, t'es sûr de rien en fait. T'es sûr de rien, tu dépends toujours d'une tierce personne. Il y a toujours un problème, on te demande un truc, tu réponds jamais dans les délais. Ah ça, prendre des frais, tu sais faire. M'appeler pour me demander de t'acheter un téléphone, tu sais faire. Mais faire ton métier, tu sais pas le faire. Donc c'est vrai que là, je crache un peu, je peux paraître un peu aigri en parlant comme ça. C'est pas du tout le cas. Je le prends comme c'est. Aujourd'hui, je prends les banquiers pour ce qu'ils sont. Je crois plus du tout en eux. J'ai une démarche et une façon de travailler avec eux qui est très singulière. Tous ceux qui ont pris mes programmes, vous connaissez ma manière de travailler. Donc voilà. Au demeurant, je vais vous avouer une chose. Je suis très content de voir qu'il y a des alternatives aujourd'hui pour les jeunes, tellement les banquiers sont des bons à rien. Et honnêtement, alors je ne sais pas si tu sais, parce que moi quand j'étais jeune, j'ai voulu créer une banque. Bon, bien évidemment, c'est impossible. Il faut 2 ou 3 millions d'euros de capital en France. Et en plus, il faut qu'un comité bancaire des banquiers de France valident le fait que tu puisses ouvrir ta banque, ce qu'ils ne font jamais parce qu'ils ne veulent pas créer eux-mêmes des concurrences. Forcément, entre débiles, on se reproduit entre nous. On ne va pas laisser rentrer un mec intelligent qui pourrait saper le marché.
On a vu ce que ça a fait avec Free. On n'a pas trop envie que ça nous arrive sur le marché bancaire. Conclusion, aujourd'hui avec Internet, tu as des petits Frenchies qui sont partis en Allemagne faire N24 et qui se barrent à l'étranger pour mener leur projet, qui défoncent le game de l'extérieur et on perd tout. Tout ça parce que, encore une fois, dès qu'un homme est arrogant, c'est là que commence son manque d'intelligence. Bon, enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. On ne va pas s'étaler. Les questions qui ont été posées sont légitimes. Je pense que tu l'as compris. Elles sont légitimes, mais il faut comprendre aussi que le laïus que je viens de faire, il sert aussi à appuyer ces deux jeunes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur devrait avoir le choix et le droit de demander à sa banque ou de demander à un organisme tiers un financement et être en mesure de l'obtenir. Aujourd'hui, les mecs, de façon générale, et Marc Simoncini devrait le comprendre mieux que personne. Parce que je sais que, alors je ne connais pas son histoire encore, mais bientôt je vais la connaître, mais je sais mieux que personne que ce gars-là, il a eu des problèmes avec les banques et qu'il les déteste. Il devrait savoir qu'aujourd'hui, les entrepreneurs n'ont pas trop le choix que de passer par des financements alternatifs, tellement les banquiers sont débiles. Et je pèse mes mots. Et donc, là où je veux en venir, c'est que je pense que ces jeunes-là, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire financer par leur communauté. Ils ont le droit. Et qui galèrent pour y arriver et que donc du coup, ils passent par une cession de part de capital en échange d'un financement. Ce qui n'est pas facile. Hein. C'est plus simple d'aller prendre ton argent à la banque et de garder toutes tes parts et de devoir de l'argent à la banque. Mais malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Moi, je pense que c'est normal qu'il y ait eu les questions qu'il y a eu. Je comprends, mais je comprends aussi le positionnement. Pour moi, le projet est bon. Ça ne change rien à ce que j'ai dit au départ. Je pense que là, on arrive au moment où on va savoir. Maintenant, on a tourné autour du pot. Vont-ils être financés, oui ou non? Les jeux, à mon avis, sont déjà faits. Pour moi, Marc, il n'y va pas. Je pense que tu es d'accord avec moi. On va voir ce qu'ils ont à dire. Écoutons leur résumé. Enfin, je pense, parce que je n'ai pas écouté la suite, mais écoutons le résumé de la situation et voyons s'il y en a qui lèvent la main ou surtout s'il y en a qui lèvent le portefeuille ou pas. Catherine? Vous êtes quand même un sacré paradoxe, tu vois, à l'heure d'Internet où tout le monde lance des trucs digitaux avec une distribution directe. Vous êtes sur du jeu distribué dans les grands magasins physiques. Ouais, c'est chouette parce que peut-être que quelque part, vous vous dites, sans le formuler, on va reconnecter les gens à la vraie vie, quoi. On va peut-être détacher les enfants des écrans. Mais moi qui suis plutôt du digital, je vais passer. La dame en rouge a parlé. Catherine, je ne savais pas qu'elle s'appelait Catherine. Tu vois, au fur et à mesure que je fais les émissions, j'apprends à les connaître. Alors Catherine, elle a souligné une chose que j'ai soulignée moi aussi. J'étais très surpris de les voir passer du digital au monde physique. Son analyse est pertinente en disant qu'ils essayent de décoller les jeunes des écrans. C'est pas faux. Après, comme je l'ai dit moi-même, mon analyse est un petit peu différente. Je pense effectivement que comme on est sur du local, ultra local, de la culture régionale, ça me semble légitime et logique qu'on soit sur du dur. Après, ils n'ont pas totalement quitté le digital puisqu'ils ont une app. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec elle. Je pense qu'elle avait une expertise à leur amener. Elle ne l'a pas senti, elle a le droit. Je souligne juste que je pense que c'était une des personnes, en tout cas, que moi j'aurais vu se positionner sur un marché comme celui-là. Justement, parce qu'eux, ils étaient meilleurs dans le physique et elle, plutôt meilleure dans le digital. Il y avait une complémentarité et des éléments du marketing digital à amener sur le solide. C'est rigolo, tu vois, je la sentais bien. Mais comme quoi, on n'a pas la science infuse. Bon, il reste heureusement pour eux 4 personnes. On va voir si parmi les 4 restants, il y en a un qui lève le portefeuille. J'aime le jeu, j'aime jouer avec les enfants, etc. J'apprécie le fait que c'est beaucoup plus intéressant que de jouer sur des tablettes. Mais ça me semble quand même un peu risqué. J'ai pas suffisamment cette passion et donc pour ces raisons, je vais passer. Bon, il en reste plus que 3 dans la course. On peut éliminer Marc Simoncini puisque depuis le début je le sens pas. Je pense pas que je me trompe. Donc en fait il en reste plus que 2. Voilà. Je reprendrai la main un peu parce que là j'ai envie de savoir s'ils sont financés. Tu m'en veux pas, je suis dans la même situation que toi. Donc on va voir s'ils sont financés et après je réinterviens, ok ? Alors moi à titre personnel, j'adore votre aventure, j'adore votre histoire, j'adore votre gueule, j'adore tout ce que vous dites, mais je déteste les jeux de société. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est très personnel. Comme ça, c'est dit. Voilà. Je crois que les choses sont claires. Vous ne voyez rien du tout qui concerne votre projet. Donc, et uniquement pour cette raison, je vais passer. On avait compris, Marc, que tu détestais les jeux de société. Il n'y a rien à ajouter. Je veux juste te dire une chose. Ça, tu vois ce qu'il vient de faire. Pense-y. Pense-y parce qu'il y a trop de gens
qui, en fait, oublie de s'écouter. Là, moi, ça, je veux le souligner parce que c'est trop important. Il y a encore trop de gens qui ne s'écoutent pas dans les deux sens. Ils ne font pas suffisamment ce qu'ils aiment et ils ne s'empêchent pas assez de faire ce qu'ils n'aiment pas. Alors, bien évidemment, il faut le faire dans un cadre où tu peux te permettre de le faire. Marc Simoncini, aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver à personne. Il n'a pas besoin de s'obliger à quoi que ce soit dans la vie. Mais agis comme ça. Moi, j'ai très souvent agi dans ma vie en fonction de mes aspirations profondes. Et quand on me demandait de faire des trucs qui étaient débiles, je peux t'assurer que ça pouvait être sous forme d'ordre ou dans une relation de subordination où si je ne suivais pas l'ordre, j'étais viré. Je ne suivais pas l'ordre parce que c'était débile et que je n'étais pas capable de le faire. Alors, c'est peut-être pas le meilleur conseil que je vais te donner dans toute mon existence, mais écoute-toi. Écoute-toi. Et là, il ne fait que s'écouter. Parce que je pense que c'est vrai. Il adore les personnes, il adore tout ce qu'il y a, il peut aimer tout ce que tu veux, mais le produit ne lui plaît pas. Qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver à amener comme conseil? Rien de bien. Si tu fais un boulot que tous les jours tu détestes et tu y vas la tête baissée que tu détestes ça, mais quitte-le. Quitte-le. Si tu ne l'as pas choisi, si tu le subis, si c'est l'enfer sur terre, soit tu ne peux pas quitter le boulot parce que tu as un rapport avec l'argent compliqué et que c'est complexe. Donc dans ces cas-là, tu échafaudes un plan, tu t'y tiens et tu te barres de ton travail. Soit tu es comme moi, c'est viscéral et tu te barres tout court et tu verras bien. Mais fais quelque chose. Voilà. Et écoute-toi. Parce que là, tu vois, Marc Simoncini s'écoute, mais il faut que toi aussi tu arrives à le faire. Il y a trop de gens qui s'oublient et c'est pas normal. Alors moi, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, sur les 3 nouveaux jeux que vous voulez sortir, vous avez commencé à réfléchir sur les thèmes quand même. Bien sûr. Alors il y aurait une version enfant pour les enfants de 6 à 10 ans justement. Oui, je vous pose la question, mais ça c'est vous qui auriez dû, pour nous séduire, nous dire voilà ce qu'on met dans les tiroirs, dans les tuyaux. Ça donc marche. Les enfants, ok, après. Et ensuite deux versions régionales, une sur Paris, c'est certain, ça se nous est beaucoup demandé, et après une autre version régionale, et là on ferait parler notre communauté et on ferait voter les gens pour quelle région doit être la prochaine édition. Est-ce que vous avez pensé aussi à sortir des exemplaires sur par exemple le football, sur le rugby? Parce que ça c'est national, quand vous tapez le national, des fois c'est peut-être plus percutant que de taper que des petites zones. Bien sûr. Je pense que vous avez besoin d'accompagnement, pas que de financement. J'ai quelques idées qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc je pense, moi, que je vais vous faire une proposition. La seule chose, c'est qu'en effet, la valorisation me paraît quand même légèrement supérieure. Donc moi, je vous proposerai les 80 000 €, bien sûr, que vous demandez. Mais en contrepartie, par contre, je vous demanderai 25% de départ. Voilà, c'est une proposition. Je vous laisse bien sûr réfléchir. Génial. Ok, merci beaucoup. Tu vois ce que j'avais dit 20. 25, ça me paraît cohérent maintenant que je l'entends. Un quart de la boîte, parce qu'il demande quasiment la moitié du chiffre d'affaires. 2 x 8, 16, on fait 180 000 € de chiffre. Ça me paraît cohérent. La proposition de Marc, elle n'est pas déconnante. J'ai bien aimé ce qu'il a fait comme remarque, tu vois. Ils ont basé leur pitch sur le passé et lui a souligné le fait qu'il aurait voulu voir le futur pour être alléché et avoir envie d'y aller. Il y a encore autre chose qui est hyper importante, tu vois. Lui, je pense que je l'ai un peu cerné à force de le voir dans les émissions. Il est très dans un développement national. Il résonne d'ailleurs en national. Ce qui, pour le coup, n'est pas forcément la... Enfin, c'est une très bonne stratégie. Je ne vais pas me permettre de juger à ce point-là. C'est-à-dire que, ce n'est pas un jugement d'ailleurs ce que je te dis, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule stratégie gagnante. Là, ce que personne n'a encore évoqué, mais il reste encore une participante qui est capable de peut-être faire une proposition, on verra ensuite. Mais ce qui est aussi possible, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de s'adresser réellement à un marché ultra niché à un prix un peu supérieur. Ça, il y a très peu de gens qui pensent à le faire. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, la Pala, pour moi, c'est un super exemple. C'est un truc que peu de gens connaissent. Moi, je connais ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le fait de connaître, c'est le fait de comment s'adresser à ce marché-là. Et voilà, on n'y pense pas et c'est dommage. Et là, ça n'a pas été mis en avant. Maintenant, ils ont un financement. Donc, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui financerait. Ça ne m'étonne pas que ce soit ce mec-là qui veuille financer. Il a des restaurants. Donc, un restaurateur comprend le concept de régionalité des produits. La régionalité des produits, c'est aussi une des natures profondes de notre culture culinaire. Et je ne suis pas surpris que l'argent vienne de ce vecteur-là. Et c'est logique et intéressant. On va voir la réflexion, ça va être intéressant. Tu as vu aussi une erreur de présentation qui est pour moi pas grossière, je n'irai pas jusque-là, mais qui effectivement aurait dû être dans la présentation, les 3 jeux à venir. Ils y ont répondu, bon, je pense que ça lui satisfait. On va voir s'il y a une deuxième proposition et donc une dernière intervenante qui lève aussi le portefeuille. Moi, je vais vous faire une proposition qui est
un peu différente de ce que vous demandez. Ok, d'accord. Moi, j'ai un hôtel à la montagne qui est un hôtel 5 étoiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous acheter des jeux, un certain nombre, parce que j'ai aussi des salariés et je trouve que l'idée de redonner de la culture, une culture française accessible à tous et à jouer en famille, je trouve que c'est très intéressant. Donc, moi, je vais vous en prendre, je vais mes minimum 2000. Génial. 2000 jeux. Donc les garçons, après une commande comme ça, je suis comme ça, j'attends votre réponse parce que bien sûr, vu ce qu'on vient de rentrer dans l'escarcelle... C'est bien pour négocier ça. Le chiffre d'affaires s'envole, quoi. Maintenant, ils peuvent dire finalement, bah non. Maintenant qu'on a les commandes, on n'a plus besoin des sous. Vous voulez réfléchir Oui, c'est peut-être ça, on part. On prend 2 minutes. Allez, merci. Un grand merci. Un grand merci de nous avoir écoutés en tout cas. Merci beaucoup, à tout de suite. Oh bah alors là, je m'y attendais pas. Là, tu as 50 000 balles qui viennent de rentrer. Hein. Parce que eux, ils les payent pas ce prix-là. Ils t'ont donné. Alors, il faut que tu comprennes qu'au départ, on t'a donné des prix de revente. Il faut que tu comprennes le système en fait. Ils vendent à la Fnac, par exemple, 4,50 €. Donc, ça veut dire que eux, le jeu, ils le payent peut-être, allez, dans une logique comme celle-là, ils doivent payer le jeu 2,80 €. Ouais, à mon avis, on doit être dans les 2,80 € le jeu. Donc là, ça veut dire qu'ils viennent de rentrer une commande de 50 000 €. Voilà, pour te situer. Alors après, elle a dit qu'elle en prenait 2000, elle n'a pas précisé desquels. On est dans une commande entre 30 et 50 000 €. Effectivement, comme Marc Simoncini vient de le préciser, quand tu viens en demandant 80 000 € et que tu repars sans avoir vendu de part de ton capital, tu repars avec déjà entre 30 et 50 000 et que tu sais que tu as une commande derrière, enfin, que tu as cette commande derrière, s'ils acceptent finalement la proposition de Marc, en réalité, ils repartent plutôt avec 120 à 130 000 € dans les poches. Magnifique. Magnifique. Moi, j'y crois. Comme elle l'a dit, tu vois, c'est un truc sur la culture nationale qui est forcément intéressant dans le cadre d'un jeu de société en famille ou dans la volonté de transmettre des us et coutumes régionaux qui aujourd'hui se perdent et dont certains militent pour les faire survivre. Il y a quelque chose à creuser. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller plus loin avec Marc? On va le savoir dans un instant. La réflexion, elle doit être posée parce que c'est pas rien. Il a quand même demandé, eux ils étaient à 15, donc ils demandent 10% de plus pour la même somme. 10% c'est quand même, selon comment ils sont dilués. Mais bon, ils n'ont pas parlé de levée de fonds. Non, moi je pense que voilà, ils auraient un investisseur avec eux. Ils seraient 3 dans la boîte au lieu d'être 2. Ma foi, on va voir la fin du truc. Juste avant de conclure, je te parlerai un petit peu des crédits, de la relation investisseur-entrepreneur au crédit et on conclut. Bah génial. Non, je trouve 25%, ça fait beaucoup, moi. Bah écoute, ouais. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'on fait une contre-offre? Est-ce que tu penses qu'il a dit 25 pour avoir 20? Ah, je sais pas ces jeux-là, je sais pas. Moi, je trouve sympa parce que je pense qu'on peut avoir des thèmes très sympas sur le football, le rugby, ça peut marcher bien au niveau national. Je vois qu'ils sont quand même référencés. Décliné par thématique, par sport. Voilà, moi je vois bien le football, le rugby, pourquoi pas. Tu peux tout faire. Hein. Ça, au moins, c'est simple. La techno est simple, le business model est simple. Je préfère suivre ce genre de concept et de développement d'entreprise que certains autres, en effet, que évidemment je sens moins. Parce que tu es plus à l'aise, en fait. Oui. Bon, ben ils sont revenus, déjà, ils sont efficaces. Bon, l'ami Simoncini, il est pas fun. Hein. La techno est simple. Sans commentaire. C'était de l'humour. C'était de l'humour. Ça m'a fait rire. J'ai bien aimé quand ils sortent pour la question de la négo. Quand tu le vois qui dit, est-ce qu'il a dit 25 pour en avoir 20, tu vois. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de négo en fait. Il leur a dit, voilà, moi j'en veux 20% et puis basta. Tu me demandes quasiment la moitié de ton chiffre d'affaires. Moi, je ne peux pas prendre un tiers de ta boîte. Enfin non, pardon, je ne veux pas prendre 1/8 de ta boîte, je veux un quart. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça le message. Il faut comprendre qu'une négo, c'est une négo. Enfin déjà, quand on est dans une négo, on le sait tout de suite. Et quand on est dans une volonté d'imposition, ou plutôt dans une volonté d'obligation de prix vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais te dire ça, je vais le transplanter, ça ne se dit pas, je vais le transposer à l'immobilier. Quand je négocie, en immobilier, je négocie. C'est-à-dire que je vais dire au mec, je suis très intéressé pour diverses raisons que j'ai vues, et mon offre va être réfléchie et amenée d'une certaine façon. Par contre, il arrive parfois qu'il y ait des biens dont je me fous complètement, mais je m'en fous, mais alors complètement.
C'est-à-dire que le bien m'intéresse à un certain tarif, il n'a rien de spécial, mais à un autre tarif, il va m'intéresser vraiment. Et s'il n'est pas à ce tarif, il ne m'intéressera pas, même à quelques milliers d'euros près. Et en fait, la différence, elle est très subtile parce que pour l'autre, pour l'adversaire, ce n'est pas le mot adversaire, mais pour celui qui reçoit l'offre, c'est complexe de savoir en réalité dans quelle situation il se trouve. Parce que c'est difficile de l'extérieur de se dire est-ce que le mec qui négocie ou est-ce que le mec il s'impose à moi. En réalité, tu n'as aucun moyen de le savoir. Si tu veux le savoir, il faut jouer. C'est exactement, et c'est là où d'ailleurs je vais te donner un conseil, c'est de jouer au poker. C'est là où le poker peut t'apprendre vraiment ce principe-là. C'est-à-dire que dans le poker, on dit qu'il faut payer pour voir. Et c'est un vrai terme, c'est-à-dire que tu payes pour voir le jeu de l'autre en fait. Et voir si le mec avait les moyens de ses ambitions ou pas. Sachant que, et toi comme l'autre, il y a quand même 50% de chances que dès le début de la partie, tu ne sois pas en plein potentiel de la réalité du jeu que tu possèdes dans les mains. C'est-à-dire que ni toi ni lui ne savaient réellement, complètement ce qui va finir par arriver en sortie de jeu. Et en réalité, tu te rends compte que donc du coup, ce n'est pas le jeu qui compte, c'est la psycho. C'est la manière dont tu abordes la chose. Et là, en fonction de ce qu'ils vont répondre, on va rentrer soit dans une négociation, soit on va se faire imposer un prix. Bon, ou alors on va juste accepter, hein, c'est aussi une possibilité. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que dans une négo, en réalité, c'est ta réaction qui va te faire basculer d'un côté ou de l'autre. Ne crois pas qu'une négo est déjà jouée avant qu'elle ait été commencée. Aucune négo n'est jouée d'avance. Et même quand elle est jouée d'avance, la partie peut être rejouée par la suite. Combien j'ai de négos qui ont avorté dans l'œuf avant même de commencer et quelques mois après, le vendeur me rappelle en me disant « finalement, je suis prêt à négocier » et le jeu commence. Donc, comprends que ce qui est intéressant, c'est le questionnement qu'ils avaient. Ce questionnement, on l'a tous. Et en fait, même si on a une volonté de départ, on est des êtres humains, il y a des forces extérieures qui viennent influencer notre interaction et ce sont ces forces qui vont produire le résultat dans un sens ou dans l'autre. Donc, va toujours au bout d'une négo et une négo n'est jamais finie tant que le produit n'est pas vendu. Voilà. Autre élément intéressant, quand on voit le côté des investisseurs et on voit Marc qui dit qu'il aime bien ce business parce qu'il le comprend, c'est simple pour lui, il le maîtrise. Tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, écoute-toi dans les affaires, écoute-toi. On ne s'écoute pas assez. Et la différence entre les mecs qui ont de l'expérience comme moi et les gens qui commencent, c'est que les gens qui commencent, ils s'écoutent mais pas pour les bonnes choses. C'est-à-dire qu'ils vont s'écouter en essayant de réinventer la roue. Ils vont s'écouter parce qu'ils disent qu'ils sont meilleurs que les autres et que donc ils vont mieux réussir là où d'autres ont échoué. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si tout le monde a échoué, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. Et que, bon, j'ai pas de boule de cristal. Des fois, tu as des mecs qui vont réussir là où tout le monde échoue. Mais voilà. Je ne suis pas partisan de dire que tout est arrêté ou tout est joué dans la vie. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut que tu t'écoutes suffisamment pour aller là où tu penses que ça vaut le coup pour toi d'aller. Voilà. Donc je trouve que c'était intéressant ces deux aspects. On va voir maintenant dans quelles conditions ils acceptent le deal qui leur ont été proposés. Donc vous avez pris une décision? On a pris une décision. On va accepter votre offre. Bravo, super. Et on est vraiment ravis. Ça me fait plaisir. Bon, je vous laisse vous débrouiller pour la répartition. Hein. Merci. Merci beaucoup de faire confiance. Non, mais c'est pas une confiance, j'y crois. Je ne fais que des choses auxquelles je crois. Hein. Puis en plus, on a pris une super commande en direct. Ça, c'est top. Hein. Ça, c'est du jamais vu, ça. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, merci beaucoup. Et je vais vous dire une chose, quand Delphine a dit je vais vous faire une proposition, j'ai cru qu'elle allait surenchérir, quoi. Elle m'a fait peur. Delphine, elle a instauré un climat de peur. Oui. Ah oui, non, mais c'est bien. Tu prends la parole, t'es figé, tu te dis ah merde, ça y est. Moi, le jeu, je le sens bien là, et comme on dit, le jeu en vaut la chandelle, et j'espère qu'un jour je vous montrerai la chandelle. Ben dis donc. Voilà, dis-moi. C'est pas une promesse, c'est une menace. Vivement l'apéro, j'ai envie de dire. Bon, j'ai supprimé la fin de l'émission, je ne te la mettrai pas parce que ça ne faisait pas avancer plus que ça le sujet de l'émission. On avait simplement le présentateur qui remerciait les deux compères et qui les félicitait de leur commande ainsi que de l'entrée au capital de Marc. Alors moi, je vais être un petit peu, donc comme je t'ai dit, dans un instant, te parler des crédits et de l'entrepreneuriat, mais juste avant, et de l'investisseur, pardon. Enfin bref, je vais te parler de ça. Juste avant, je voulais te dire que j'ai quand même fait des recherches. Donc j'ai trouvé le site de Combat de Coq. Ça s'appelle Combat de Coq, tout attaché avec un s à coq.fr. Et dessus, on a donc les différents jeux qui ont été présentés pendant l'émission. On a les 3 jeux et pas un de plus en fait. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce que je m'attendais finalement après cette participation à trouver
des jeux notamment sur les équipes de foot ou autres types de produits dans ce goût-là. Alors peut-être que l'émission n'est pas assez vieille, mais bon, ça date un peu. Hein. On va bientôt arriver sur les 1 an de l'émission, donc bon, peut-être que ce n'est pas assez vieux et qu'il leur faut plus de temps pour produire. En tout cas, je n'ai pas vu de changement notable, ni sur la boîte, ni sur quoi que ce soit qu'il puisse y avoir sur le site par rapport à ce qu'on a vu et entendu dans l'émission. Donc, est-ce que le partenariat s'est fait? Est-ce que le financement a eu lieu? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un produit qui, s'il est encore plus niché de mon point de vue, marchera encore mieux. Et je ne donne pas du tout tort à Marc dans la mesure où s'ils font des cartes, ou en tout cas un jeu autour du football, pour moi, ça marchera. En tout cas, de mon point de vue, ça marchera forcément, ainsi que tout le reste. Bon. Avant de conclure, je vais te toucher un mot maintenant du rapport entre l'investisseur et le prêt et l'entrepreneur et le prêt. Tout à l'heure, je te l'ai expliqué rapidement, mais je t'ai dit qu'en gros, on avait un rapport qui n'était pas cohérent, ou en tout cas pas en corrélation avec le rapport que peut avoir l'entrepreneur avec le prêt, tout simplement parce que notre implication, ou plutôt les conséquences liées à l'implication et à l'usage que nous faisons du prêt, font que on ne peut pas avoir le même rapport. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en réalité, quand ça se passe mal, tu vends ton bien immobilier, et même si tu vends moins cher que ce que tu as acheté, au final, il te restera un petit delta à rembourser, alors que dans l'entrepreneuriat, si jamais tu n'arrives pas en tout cas à être en marge positive ou à gagner de l'argent avec ta boîte, tu vas devoir plus que ce qu'on t'a prêté. Alors aujourd'hui, avec les nouveaux mécanismes et les nouvelles lois, il est possible d'effacer des dettes ou en tout cas de s'en tirer en minimisant la situation financière avec laquelle tu te retrouves, c'est-à-dire si tu as une situation financière catastrophique, tu vas avoir une partie de ces dettes qui vont être effacées. Alors partiellement, j'insiste, je ne suis pas en train de dire que tout sera effacé, mais en fonction de la faillite que tu vas faire, certaines choses vont être effacées. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, le rapport de l'investisseur au crédit est très différent du rapport de l'entrepreneur au crédit. Et je constate malheureusement que certains investisseurs sont de mauvais entrepreneurs et à l'inverse, il est rare que les entrepreneurs soient de mauvais investisseurs. Pourquoi ? Parce que l'exigence et la prise de risque qui sont nécessaires dans l'entrepreneuriat sont bien plus élevées et complexes à surmonter que celles que nous prenons nous dans l'immobilier, sauf si, comme moi, tu as fait de l'immobilier une aventure entrepreneuriale. On va dire que c'est le seul cadre où effectivement on ne rentre pas tout à fait dans les mêmes clous. Alors comment faire pour lutter contre ce phénomène ? Je n'ai pas 36 solutions à te proposer. La première qui me vient, la meilleure et l'essentiel, c'est de se lancer en tant qu'entrepreneur. Et si tu veux bien faire les choses, c'est de te lancer en engageant de l'argent personnel à toi que tu as gagné dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus gros risque que celui que je suis en train de te décrire et te proposer ici. Maintenant, si tu peux éviter de le faire, c'est mieux. Mais ces derniers temps, j'ai vu des investisseurs autour de moi se lancer dans des gros projets entrepreneuriaux avec une partie des fonds qui étaient alloués au départ à l'immobilier. Je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une superbe aventure. Je trouve qu'en plus, l'enjeu est beaucoup plus grand parce que c'est finalement du capital qui a été dégagé par de l'immobilier qui, ce capital, s'il était resté dans l'immobilier, n'avait aucun risque d'être dilapidé. Et jouer finalement comme ça avec son propre argent, ça permet de prendre la mesure finalement de ce que peut être une banque vis-à-vis d'un investisseur, c'est-à-dire à savoir comment évaluer un risque et comment faire si jamais ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas et comment récupérer son argent. Au demeurant, il y a un autre point qui est assez important pour moi et qui, je pense, joue aussi son rôle, c'est deux encore. Premièrement, apprends, continue à apprendre, continue à te former et alors lire des livres, prendre des contenus gratuits, prendre des formations, fais ce que tu veux. Tu sais très bien que je ne te pousse pas dans un sens ou dans l'autre, mais apprends. Fais ce que tu veux, mais continue d'apprendre. C'est hyper important parce que tous ces apprentissages que tu fais au travers d'émissions comme celle-ci te permettent à toi d'avoir un point de vue, un recul sur des situations qui peuvent te paraître complexes ou plus difficiles que ce qu'elles ne sont en réalité. Et grâce à cet apprentissage, tu vas réussir à les dépasser et quelque part à aller au-delà de tes limites. Enfin, j'ai un troisième et dernier conseil à te donner. Va rencontrer des gens, parle avec des gens autour de toi et n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour avoir ces personnes autour de toi. Je m'explique. Si pour avoir l'équivalent de ces personnes qu'on vient de voir ici,
ces 5 investisseurs pour qu'ils soient à côté de toi dans une aventure entrepreneuriale, comment tu pourrais faire? Prends une de leurs franchises, s'ils en avaient une. Rentre dans la franchise d'un mec dans lequel tu crois, paye ta franchise. Parce qu'en faisant ça, tu vas être au contact du patron, du dirigeant, et tu vas t'apprendre de ces gens-là. Et tu vas te retrouver dans la deuxième cas de figure qui va t'amener dans le premier cas de figure, c'est-à-dire tu vas investir ton argent dans une aventure entrepreneuriale, au contact de gens qui vont t'amener au-delà de tes limites et qui vont te permettre d'appréhender le prêt d'argent et l'argent de manière générale et l'entrepreneuriat aussi, sous un angle auquel tu n'es pas formé, tu n'es pas préparé ou tout simplement tu ne penses pas. Et c'est cet angle-là qui va te permettre de dépasser tes limites. C'est ce que l'on apprend tous les jours qui conditionne les résultats que nous obtenons le lendemain. Donc, continue d'apprendre et tu es sûr, ou en tout cas tu es assuré de faire varier tes revenus sur le moyen long terme. Donc, moi ce que j'ai à te dire, c'est que malheureusement en tant qu'investisseur, ton rapport à l'argent il est biaisé parce que tu as cette mauvaise habitude de placer ton argent dans un actif qui garantit quelque part l'argent qu'on t'a prêté. Tu as cette double garantie qui est de te dire si j'ai mes loyers c'est cool, mais au pire j'ai la valeur vénale du bien qui viendra couvrir mes pertes. Et ça, tu ne l'as pas quand tu entreprends. Et cette notion-là, il faut que tu arrives à l'abandonner. C'est très difficile pour les entrepreneurs de délaisser cette partie de la couverture du risque dont on bénéficie au profit finalement d'un risque sans filet, mais qui est générateur quand ça fonctionne de gains, mais 1000 fois supérieurs aux gains que tu vas pouvoir réaliser dans l'investissement. Il n'y a pas de secret, c'est un petit peu comme des niveaux, si je pouvais donner cette image à cette situation, mais en clair, c'est comme des étapes de vie que tu dois franchir. Je ne pense pas qu'il y ait de bon ordre. J'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux commencer comme entrepreneur pour devenir investisseur, parce que comme je te disais tout à l'heure, les investisseurs sont un petit peu sclérosés quand il s'agit de devenir entrepreneur. Mais ce n'est pas empirique, en réalité c'est lié à ta personnalité et comme on l'a vu dans l'émission, aux personnes que tu fréquentes, à ton entourage. Et je crois que c'est un des points d'orgue de cette émission, c'est ça, c'est finalement sois positif, comme j'ai dit au début de l'émission, et la volonté d'aller le plus loin possible dans ta vie. Et même s'il y a des montagnes russes finalement dans le jeu de l'argent, c'est pas très grave. Si tu as la volonté et l'optimisme, tu iras au bout de toutes les embûches qui vont se présenter devant toi. J'ai encore une fois beaucoup aimé faire cette émission. J'espère que toi aussi, n'hésite pas à m'envoyer des questions, des messages, enfin ce que tu veux. Si jamais tu veux me retrouver, pense à aller sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres ou dans l'onglet programme ou sur Amazon ou sur la Fnac. Bref, je te laisse chercher, je ne suis pas inquiet, tu vas me retrouver. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!